de juste parler d'argent comme qu'on parle de la météo, ce serait bénéfique pour tout le monde. On pourrait utiliser synonyme un but, un objectif, une raison. C'est un film, mais qui a quand même 12 invités. C'est Jean-Sébastien Pilote, Vincent Morin de Retraite 101, Nicolas Bérubé, ça, il retrouve dans les 3 films, Fabien Major, Damien Algat, Pierre-Yves McSween, qui est arrivé dans le premier, qui a été là jusqu'au 3e, Dominique Favreau, Nicolas Duvernois, François Lambert, Anne Marcotte, Véronique Berthiaume, Nelson Mooney, Nathalie Marceau, Louis-Philippe Dubreuil et Anne Baillargeon. Vraiment des invités de qualité. Après ça peut devenir comme un outil de référence. C'est quoi l'indépendance financière pour Antoine Denis? C'est plus un équilibre où est-ce que l'argent n'est pas un souci. C'est de continuer à faire ce que je fais sans me poser la question si c'est rentable ou non. On a souvent plus de potentiel de s'enrichir que ce qu'on le croit. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Retenue. C'est la dernière épisode de la saison 3 et on finit ça en feu aujourd'hui. On finit ça, on capte ça bien parce que La Retenue, on parle d'éducation financière, on parle de l'entrepreneuriat. Et qui de mieux pour compléter tout ça que Antoine Denis, qui a réalisé des films incroyables, 3 films incroyables sur ce sujet même, qui est la liberté financière. Il y a 3, on jasait avant qu'on a commencé sur les 3 sujets de tes films. Mais pour commencer, Antoine, merci d'être là. Merci de l'invitation. C'est vraiment cool de parler avec un réalisateur, surtout dans un sujet qui est au Québec vraiment sous-discuté, sous-développé, où est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'éducation financière. En fait, le but de ce podcast-là, c'était vraiment de toucher à ces sujets-là. Donc, parle-moi un peu de comment tu as commencé un peu dans le domaine de la réalisation de films, surtout en éducation financière. C'est quand même une niche qu'au Québec, je pense qu'on a jasé tantôt, tu es le seul. De qu'est-ce que je connais qui se spécialise. Potentiellement. On ne veut pas trop ouvrir la porte, là. On veut garder ta monopole, mais comment tu as commencé là-dedans? Parle-moi un peu de qui est Antoine Denis. Bon, il y a probablement la version longue et la version courte. Si j'y vais par la version courte, au secondaire, puis avant ça, j'ai toujours eu comme des projets à gauche, à droite. Gestion de projet, c'était vraiment quelque chose qui m'allumait. Puis à travers ça, j'ai appris à utiliser de façon autodidacte des logiciels de montage, des caméras numériques. Durant mon sondage, j'ai fait comme des petites vidéos pour l'école, comme mettons pour le gala de fin d'année, des affaires comme ça. Fait que j'avais vraiment cette piqûre-là pour le côté créatif de la réalisation. Puis, mais à travers tous ces projets-là qui étaient vraiment plus à saveur entrepreneuriale, de gestion de projet, j'ai commencé à réfléchir à, je m'en vais-tu étudier en multimédia, qui est comme si on veut un peu plus passion, ou éventuellement, là où est-ce que je me suis dirigé, c'est d'aller chercher une base en gestion. Donc, je suis allé chercher une technique en comptabilité et gestion parce que mon objectif, à ce moment-là, quand j'ai pris cette voie-là, parce que j'avais été accepté dans les deux, j'avais au collège Champlain à Lennoxville, qui est à côté de chez nous en gestion, puis j'avais le cégep de Matane, go figure, en multimédia. Okay. Les deux, j'avais la possibilité d'y aller, j'avais été accepté, puis j'avais décidé, je trouvais que c'était plus intuitif pour moi, le côté réalisation. Donc, j'avais plus à apprendre d'aller en gestion puis être capable de me structurer vraiment pour avoir ma propre entreprise dans le futur. Ouais. Fait que c'était un projet que je portais depuis longtemps, si on veut, mais sans... l'intention d'être en entreprise m'animait, mais je ne savais pas ce serait quoi le projet porteur. Ouais. Fait qu'éventuellement, après avoir conclu ma technique, rentrer sur le marché du travail à temps plein, j'ai commencé un peu par hasard à m'intéresser aux finances personnelles. Okay. Puis après, comme avoir lu une vingtaine, voire une trentaine de livres sur le sujet, je me suis dit, crime, au lieu d'investir autant d'heures que ça, ce serait-tu possible que ce soit comme plus condensé, un peu plus digeste pour... Au lieu que je recommande à quelqu'un la lecture d'un livre qui va prendre une dizaine d'heures, peut-être, je sais que moi, personnellement, je lis pas vite, là, mais au lieu de recommander plein de lectures, je voulais comme offrir le produit que moi, j'aurais voulu
à voir, c'est-à-dire comme un film documentaire que tu me dis, tu me consacres 1h15, 1h30, puis tu ne retiendras pas tout. Ça se peut que tu le réécoutes pour Même des excellents aller points. rechercher. Ouais. Mais l'idée, c'était d'avoir un all-in-one, un tout-en-un, qui finalement est parti de l'idée de faire un film en 3 mois, qui était un peu naïf de ma part, avec aucune expérience en long métrage. Finalement, le premier film a pris 20 mois. C'est question de définir un peu l'angle avec lequel je voulais approcher les sujets, trouver les invités, faire un montage qui faisait du sens, qui était cohérent. Donc, en tout et partout, ça a pris 20 mois trouver ce mix-là qui a donné le premier film. Puis une fois que le premier film était fait, j'avais trouvé un peu le style que je voulais. Fait que là, après ça, le deuxième puis le troisième, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a été capable de faire ça plus rapidement. Exact. Puis, tu sais, j'avais eu 2 ans à peu près de réflexion sur c'est quoi les sujets que je voudrais couvrir dans l'ensemble, parce que j'ai rapidement découvert que je ne couvrirais pas tous mes sujets en un film. Donc, je les avais redivisés par phase de vie, si on veut. Donc, la phase d'éveil à l'indépendance financière, qui est, je l'estime, mais tu sais, c'est variable à tout le monde, la période de 15 à 25 ans à peu près. Où est-ce que tu ne vas pas être en mesure, normalement, de prendre action, mais l'idée, c'est de te familiariser avec les termes, puis de laisser mijoter un peu tes réflexions sur le back burner. T'sais. Être dans l'exploration de c'est quoi pour moi. Exactement. Je m'en vais dans quelle direction, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Les questions qu'on se pose tous entre 15 à 25 ans un peu. Là. Exactement. T'sais, trouver un peu le pourquoi qui va t'amener à ta quête. Après ça, qui était le deuxième film, qui est, je dirais, la phase assez cruciale de 25 à 35 ans, où est-ce que tu as le meilleur potentiel, où est-ce que tes obligations ne sont pas encore trop grandes, où est-ce que tu peux commencer à faire un premier bon revenu, puis il faut capitaliser sur cette opportunité-là. Puis après ça, ultimement, le troisième film, là, c'est très large, c'est 35-65 parce que tout le monde y arrive à différents moments dans sa vie. Ouais. Mais c'est la phase de constater si on veut, les bénéfices de tout ce qu'on a fait. Puis comment est-ce que ça peut s'étendre au-delà de soi-même. Là. Et bâtir sur qu'est-ce qui a été fait dans les phases 1 et 2, mettons. Exact. Donc, le troisième film, Liberté, un dessin à l'indépendance financière, DESSEIN. On pourrait utiliser synonyme un but, un objectif, une raison. Donc, c'est tout ce qui va motiver à rester dans ce parcours-là. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent plus facilement en écoutant des films qu'en lisant. Là. Donc, tout ce qui est Instagram, TikTok aussi, là, c'est plus vite. Les gens, peut-être, on va pas rentrer dans la pourquoi de tout ça, mais tu donnes une autre manière d'aller chercher toutes les informations, comme tu as mentionné, les informations que tu aurais aimé avoir, condensées au départ. Dans un film, tu pensais, mais maintenant dans 3 films. Donc, c'est quand même une opportunité pour les gens pour aller voir, tu sais, au lieu de dire, de lire 30 livres, 20 livres, lire un livre pour des fois, je parle à une personne, je suis comme, juste lis ce livre-là. Puis ils sont comme, oh, Ryan, un livre. Des fois, c'est une montagne pour quelqu'un. Écoute un film. Ah, juste un film? Ben, oui. Pourtant, c'est autant complexe et layered, comme on dit. Là. Puis, c'est un film qui ne va pas rejoindre 30 livres, par exemple, mais qui a quand même 12 invités qui ont tous des historiques puis des relations avec l'argent qui sont complètement différentes. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, c'était de diversifier les opinions parce que j'aime pas qu'on me donne... En fait, il y en a beaucoup qui veulent qu'on leur donne la recette magique pour faire lever le gâteau, mais j'aime avoir comme des nuances puis être capable de regarder différentes perspectives puis d'amener comme 12 personnes qui viennent de milieux différents, qui ont des réalités différentes, qui ont des passés et des futurs différents. Je trouve que ça enrichit beaucoup le contenu puis ça vient chercher en l'espace de 1h15 l'équivalent de ce qu'on aurait pu avoir en lisant 12 livres, par exemple. Pas l'équivalent, mais l'idée derrière est là. Vraiment. Donc, juste pour le but de tout le monde qui écoute, donne-moi le titre des 3. Donc, tout commence par liberté. Donc, liberté, je te laisse y aller avec les 3 différents volets. Là, donc, 3 volets.
la nomenclature commence et termine de la même façon. Donc, on remplace juste le mot du milieu. OK. Ce mot du milieu-là, c'est, si on veut, notre phase de vie. Donc, on a Liberté, un éveil à l'indépendance financière, qui est le premier film sorti en 2021. Ouais. On a Liberté, une quête à l'indépendance financière, qui est le deuxième sorti en 2022. Et on a Liberté, un dessin à l'indépendance financière, qui est sorti tout récemment en 2023. Où est-ce que, si je suis quelqu'un qui veut écouter les 3 films, où est-ce que je peux me procurer les films ou les écouter? Comment que j'accède à ça? Il y a 2 façons. C'est possible de l'acheter sur le site productioniris.com, c'est un format numérique. Puis sinon, depuis 2022, je développe avec des bibliothèques puis des écoles des partenariats pour qu'ils aient accès aux films. Donc, c'est disponible en location dans un réseau grandissant de bibliothèques et d'écoles. OK. Donc, c'est l'achat personnel sur le site ou la location en bibliothèque. Donc, lorsque tu l'achètes personnellement, tu reçois un lien par la suite pour y accéder ou c'est un peu comme un genre de film que tu commandes sur Apple? C'est dans le fond, tu vas te créer comme un compte sur le site productioniris.com. Ouais. Puis, une fois que tu as payé ton accès, ben, tu y as accès à vie. Donc, tu l'as vu une fois, puis il y a des choses, si tu veux revenir, c'est structuré comme un livre, si on veut, chaque film. C'est-à-dire qu'il y a différents chapitres. Ouais. Donc, tu veux revenir sur le chapitre de la générosité dans le 3e film. Tu connectes sur le compte, sur le site. Ouais. Tu vas sur le chapitre, tu réécoutes le chapitre. Donc, c'est possible vraiment de l'utiliser, oui, d'un bout à l'autre. Puis je pense que c'est la meilleure façon de l'apprécier une première fois. Puis après ça peut devenir comme un outil de référence où est-ce qu'on y revient morceau par morceau dans le futur. Mais donc, une fois que c'est acheté, ça t'appartient. OK, parfait. Pour un usage personnel. J'ai comme une question, peut-être pour moi, mais aussi, c'est ça, des entrepreneurs vont m'écrire. Il y a une tendance maintenant de compagnies ou d'entrepreneurs, des PME, d'autres compagnies, de vouloir éduquer leurs employés, donner des cadeaux, si on veut, à leurs employés. Puis, je prévois déjà un courriel ou 40 courriels sur quelque chose comme, mais est-ce qu'il y a une façon que je pourrais le procurer et le donner en cadeau à, mettons, mes employés? Une façon, mettons, j'achète des droits pour 100 licences pour que je puisse donner ça à mes employés parce que je veux vraiment les aider. C'est une tendance que je vois beaucoup là, avec des discussions dans des groupes d'entrepreneurs. Ils regardent toujours pour essayer d'élever un peu le niveau d'éducation financière avec leurs employés parce que ça leur aide aussi là, de façon c'est win-win. Ben oui, exact. Donc, as-tu un programme pour ça ou je te lançais la première fois que quelqu'un te lance ça? Puis, Non, mais en fait, c'est sur mon site, il y a toutes les informations de contact, courriel, téléphone. On rentre dans du cas par cas. Donc, c'est difficile pour moi de dire voici comment ça fonctionne. Donc, c'est juste de prendre contact. Puis, oui, on va trouver une façon d'arranger ça. Iris serait ouvert à peut-être offrir ça. Les productions Iris, oui. Oui, exactement. Donc, pour que, écoute, le but, c'est d'éduquer le plus de monde possible qui ait accès à ça. Donc, j'imagine que exact. Puis, tu sais, comme je dis, c'est win-win parce que, tu sais, si un employé est capable de comprendre ce qu'il y a sur sa paye, puis qui réalise qu'il ne paye pas 50 d'impôts en réalité, comme il en paye, mettons, 37 puis qu'il y a des déductions à la source, puis que, je sais pas, il y a des cotisations syndicales, cotisations au fonds de pension. Tu sais, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations qui sont difficiles d'accès pour quelqu'un qui n'a jamais été familiarisé avec ça, avec aussi bête qu'une paye aux 2 semaines. Comment tu as été, quand tu as produit le série de films, comment que, j'imagine que tu avais une connaissance de base parce que tu fais des questions, tu poses des questions, donc tu dois commencer quelque part toi-même, mais tu sais, comment ne pas te faire pogner dans le « Ah, ça, c'est une question trop simple ». Tu sais ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens que moi, je travaille en finance, puis des fois, j'assume, à cause que je fais ça depuis presque 20 ans, j'assume que c'est sûr que je ne suis pas obligé de parler de ça. C'est une base que tout le monde connaît. Et il faut que je me rappelle sans arrêt que, attention, assume pas ça parce que c'est vraiment incroyable des fois là, que comment que non, on commence vraiment à zéro. Là, tu sais, quand on parle de l'impôt, tu as mentionné l'impôt, ça m'a flashé ça. Genre, moi, je paye 50 ou 47,46 d'impôt. Ben non, ça, c'est ton taux marginal. En fait, tu le payes sur le upper level, là, commençant à, mettons, 65 000, mais c'est pas ça que tu payes. Tu sais, on va le rappeler, là, au Québec, pour payer 50 d'impôts là, en moyenne, là, pas juste le taux marginal. Je me souviens pas du chiffre exact, là, mais on est au-delà du 200 000. Là. Vraiment. Fait que si on parle d'une minorité de la population, fait que quand j'entends dire je paye 50 d'impôts,
tu parles peut-être plus de qu'est-ce qui te reste au net sur ta paye, Mm. mais sur ta paye, il y a beaucoup de choses. Oui, exactement. Ou qu'est-ce que tu payes vers la fin de ton escalier, là, mais pas ton taux moyen, là, on s'entend. Là. Exact. Donc, c'est quand même un point important. Donc comment, pour revenir à la question, comment que tu poses tes questions à tes invités pour garder ça assez de base pour que les gens puissent commencer à point 1 pour leur amener à point 10 et pas trop avancer non plus. Là. Comment tu as approché ça au niveau d'être réalisateur là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que en divisant vraiment les 3 phases de vie, j'ai pas senti le besoin de réexpliquer rendu dans le 3e film c'est quoi un CELI. Parce que c'est dans le premier. Donc, si on suit la séquence des choses, donc le premier, personnellement, quand je le réécoute, je trouve que c'est le plus lourd, entre guillemets, juste parce que je connais le contenu. OK. Simplement. Mais c'est pas connu pour la majorité. Puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ou qui me disent que ça les a aidés dans ce sens-là. Ouais. Donc, c'est vraiment juste d'y aller étape par étape. Donc, quand tu es confiant avec ce que tu as eu dans le premier film, ben là, tu peux te déplacer vers le deuxième. Puis, je limite pas non plus à ce qui est dans ces 3 films-là. J'invite vraiment les gens à aller lire les livres des invités qui sont dans les films, puis continuer à poursuivre leur éducation financière en dehors. Donc, le film, c'est un outil parmi d'autres. Donc, principalement, tu fais du layering, dans le sens que tu fais Exact. niveau 1, niveau 2. Donc, c'est On comme un gâteau. On coule la fondation, après ça, on monte les murs, puis après ça, on met le toit. Là, tu fais la finition après. Là. Ou c'est aux gens de faire la finition après qu'ils ont la maison, mais décore-le. Tu as les outils maintenant pour aller décorer vos propres maisons de la façon que vous les décorez. Il y a plein de façons de le faire. Exact. Puis il n'y a aucune recette qui est pareille. Non, il devrait avoir autant de réponses à qu'est-ce que la liberté financière qu'il y a d'individus. C'est un excellent point. On va y revenir en parlant de la liberté financière. Tu as mentionné que tu avais plusieurs invités. Il y en avait 12? 12 par film, 24 au total. 24 au total. Donc, il y a eu des invités récurrents. On va faire ça en 2 parties. D'abord, peux-tu me nommer, là, es-tu capable de, j'imagine que tu as tes 24 noms de même, mais peux-tu me nommer tes 12 noms à peu près, ou donne-moi une dizaine là, rapidement des gens que les gens peuvent s'attendre à écouter puis à entendre dans les films. La façon dont c'est structuré dans ma tête, c'est l'ordre dans lequel on a fait les entrevues. Parfait. La première entrevue qu'on a faite, le premier qui a plongé dans le projet sans même savoir où est-ce que ça s'en allait, c'est Jean-Sébastien Pilote, qu'on connaît sous jeuneretraité.ca. Puis, en même temps que Jean-Sébastien, mais pas tout de suite à la caméra, il y a Vincent Morin de Retraite 101 qui a participé au processus des 3 films, mais qui ultimement a été seulement interviewé dans le 3e parce que dans les 2 premiers, il était encore sous l'anonymat. Donc, il ne voulait pas se présenter à la caméra. Ah ouais? Mais j'y avais offert dès le début. Donc, il a simplement été, si on veut, à la révision de contenu dans le premier. Il aidait pour organiser un peu le C'est ça. Il me donnait ses commentaires parce qu'il y a eu plusieurs révisions du premier film vu que je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Jean-Sébastien, Vincent, Nicolas Bérubé se retrouve dans les 3 films. Fabien Major se retrouve dans les 3 films. On a un professeur de marketing dans le premier film qui s'appelle Damien Algat qui nous parle des pièges de la société de consommation puis de l'influence du marketing. Ensuite, on a Pierre-Yves McSween qui est arrivé dans le premier qui a été là jusqu'au 3e, suivi de Dominique Favreau qui écrit sur le blog sepayenpremier.com qui a été là aussi pour les 3 films. Dans le premier film, il y a eu des entrevues avec Nicolas Duvernois, François Lambert, Anne Marcotte, Véronique Berthiaume, Nelson Mooney, qui est mon ancien enseignant du secondaire, et sa conjointe, Nathalie Marceau, qui m'a aidé grandement. Les deux sont très piliers dans où est-ce que je suis aujourd'hui, autant au niveau de l'éducation financière que de le développement de ce côté-là entrepreneurial que je maintiens encore aujourd'hui, puis la gestion de projet. Dans le 2e film, on a introduit des nouvelles personnes. Il y a eu Elle Investit qui s'est ajouté au line-up puis qui a répété l'exercice pour le 3e. Puis dans cette même veine-là, il y a eu aussi Marc Bachand, qui est un professeur de fiscalité, un fiscaliste à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai mon ancien collègue comptable de quand que je travaillais à temps plein pour une entreprise manufacturière, Louis-Philippe,
et sa conjointe qui attendait un enfant comme dans les semaines suivantes. Ils sont dedans le deuxième film, donc Louis-Philippe Dubreuil et Anne Baillargeon. Puis là, Je t'ai mis sur le spot, mais c'est quand même très bon. Là. Je voudrais pas en oublier parce qu'ils sont tous importants, mais tout le monde a contribué. Plus récemment, dans le troisième film, il y a eu une journée de tournage avec 2 entrevues. Il y a eu une autre journée avec 5 entrevues, mais ça, c'est une autre paire de manches. Là. Mais la journée avec les 2 entrevues, c'est Samira El Akili qui écrit sur le blog Simple Dar et Nathalie Labelle qui écrit pour Fric et Fortune. Qui est de l'éducation financière pour les jeunes enfants. Puis ces 2 personnes-là, c'est même pas moi qui les ai approchés, c'est eux qui m'ont approché. Parce qu'ils ont entendu. Parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu le film. Puis ça m'a comme fait réaliser que le film, l'idée était en train de se concrétiser quand c'était pas juste moi qui faisais les démarches. Donc cette journée-là, qui était des entrevues exclusivement qui m'avaient été données directement. C'est quand même intéressant. Donc vraiment des invités de qualité. D'un bout à l'autre. Puis avec vraiment une variation aussi, là, dans le sens que ce sont très différents. Fabien Major, qui elle investit, qui est venu sur le podcast, Fabien Major également. Plusieurs personnes que tu as nommées qui ont passé ici, ils ont vraiment des différentes réponses, différentes façons de le voir. Il y a un thème qui est similaire dans plusieurs, mais c'est différents styles, différents conseils quand même. Ils ont des thèmes similaires, mais je dirais qu'ils ont des valeurs qui sont plus similaires. Puis je pense qu'une des valeurs les plus communes à travers toutes ces personnes-là, quand que je pense à ces personnes-là, des fois, on ne l'associerait pas à ces personnalités-là, c'est leur générosité. Ça a toutes été des personnes extrêmement généreuses de leur temps. Puis encore aujourd'hui, si on s'écrit ou quoi que ce soit, je sais que c'est des personnes qui sont disponibles et que j'apprécie dans ma vie aussi. Donc, quand tu parles de généreux avec leur temps, c'est parce qu'ils ont un pourquoi qu'ils ont fait ça. Toi, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi le pourquoi ultime, le gros pourquoi que tu as voulu faire ce projet-là et le livrer à un public québécois? C'est qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te motive encore de poursuivre? C'est probablement une réponse qui pourrait aller dans plusieurs directions. C'est un produit qui n'existait pas dans la forme que j'aurais voulu le consommer. Donc, j'ai voulu offrir à d'autres ce que moi, j'aurais aimé recevoir. Dans mon propre parcours, puis même dans les parcours de d'autres personnes dans mon entourage, je pense qu'il y a beaucoup de cheminements de passion qui sont peut-être pas suivis parce qu'ils sont découragés par, on va dire, un côté plus terre à terre, plus réaliste, ou est-ce que il n'y a pas d'argent à faire dans ce milieu-là? Ça, c'est une réponse que je déteste. Puis la réponse que j'aime mieux donner, c'est comment est-ce que tu peux te financer, t'auto-financer pour faire ce projet-là? Donc, quelqu'un. Puis il y avait une histoire dans le livre de Nicolas Bérubé, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Puis ça représente. Il y en avait 2, en fait. Ça représente vraiment ce vers quoi je veux orienter cette réponse-là. Je ne sais pas si tu connais Georges Brossard. Non. Georges Brossard, c'était un notaire qui a travaillé dans sa vingtaine, puis sa jeune trentaine. Puis simplement, il a pilé son argent, puis il menait un train de vie normal. Okay. Quand il a eu, je pense, 37 ans, il a quitté le monde du notariat, alors que probablement personne ne ferait ça. Tu sais, tu as une jeune carrière avec la prospérité, clientèle établie. Ouais. Il a quitté ça. Il est parti en année sabbatique, puis il a renouvelé avec une passion qu'il avait tout jeune pour les insectes. Donc pour l'entomologie, je pense que c'est le bon mot. Ouais. Puis c'est devenu le fondateur de l'Insectarium de Montréal. Mon Dieu. Fait que partir du notariat à renouveler avec ta passion d'enfance pour les bébites, puis en faire un produit qui est pour le bénéfice public aujourd'hui, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quand même... C'est incroyable comme histoire. Je ne connaissais même pas, cette histoire-là. Puis il est juste parti d'un domaine très financier, très cartésien, très légal à je tripe sur les bébites, let's go. Ouais. À arriver, je me souviens plus de l'histoire exacte, là, j'y vais du mieux que je me souviens, mais il est arrivé à la ville de Montréal, puis il a comme déballé son projet d'insectarium.
Puis il a dit, ouais, j'ai une collection de genre 400 000 insectes. Fait que, tu sais, je vous la donnerai, puis on part ça. Puis Fait que, bang. fait que, tu sais, ça peut partir vraiment du champ gauche complètement. Quand que la question financière n'est plus la préoccupation, puis que tout se fait comme dans le passif, mais je trouve que c'est là où est-ce qu'on peut vraiment se recentrer sur quelque chose, C'est une bonne. nonobstant de si c'est rentable ou pas. Puis ultimement, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a une phase de transition, Ouais, mais des fois, cette carrière-là de passion peut revenir au même ou sinon plus payante que celle d'avant. Là. vraiment. C'est un bon point parce que tu sais, je répète souvent des entrepreneurs, tu sais, on fait du coaching où on jase. Puis le succès financier ou les finances ne devrait pas être le but. Hein. Ça va venir automatiquement, ce succès-là, si tu fais quelque chose qui est important, que tu es passionné. C'est un dérivé un peu de juste ce que tu fais de bien et pas nécessairement le but ultime. Est-ce que tu trouves que en ce moment, il y a beaucoup que ce soit jeunes ou pas jeunes, qui leur but ultime, c'est moi, je veux juste être indépendant financière, puis c'est la mauvaise question. Quand tu leur demandes, toi, c'est quoi ton but? Être indépendant financièrement ou être riche ou, tu sais, ou que Ouais. la réponse, c'est je veux de l'argent. OK. Est-ce que Pour faire c'est quoi? un problème? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est répondre la mauvaise réponse? C'est pas la façon de le regarder. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça de cette façon-là, puis ils devraient le regarder d'une autre manière? Je pense que si quelqu'un dit je veux faire de l'argent, puis c'est pas nécessairement pourquoi, il manque des étapes dans le processus de réflexion. Puis à la fin du premier film, j'avais écrit, parce que c'était ma seule façon de communiquer avec le spectateur, j'avais écrit les questions. Définissez ce que sont pour vous le succès, la richesse et la liberté. Mm. Parce qu'une fois que tu as défini pour toi c'est quoi ça, après ça, les finances personnelles, c'est pas une science. En fait, je dirais les finances personnelles, c'est beaucoup plus une science comportementale qu'une science mathématique. Oui. Donc, une fois que ton pourquoi est vraiment défini, puis que tu sais que c'est ça vraiment qui t'anime, puis c'est la raison pour laquelle tu mets de l'argent de côté, Mm. mais t'es pas en train de faire des sacrifices, tu te donnes à toi-même. Puis j'adore la citation de Dominique Favreau dans le premier film, où est-ce qu'il dit, quelqu'un qui dit qu'il se prive en épargnant, je vais essayer de reprendre mot pour mot ce qu'il disait. Il dit, c'est peut-être que cette personne-là a intégré la normalité de sa situation et elle la valorise peut-être même plus, mais elle a peur de plus l'avoir. Donc, ça veut dire, ça fait tellement longtemps que tu, exemple, tiens un rythme de vie Mm. que tu as peur de savoir qu'est-ce qui est l'autre bord de la scène. Mm. De si tu changeais, est-ce que ça changerait comme tes amis? Est-ce que ça changerait les activités que tu fais? Euh, donc, ça fait peur de changer. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes qui commencent puis qui n'ont pas encore de besoins artificiels créés. Ouais. Parce que j'entends souvent tout ce qui est médias sociaux, TikTok, tout ça, c'est toujours le but, c'est comme moi, je veux être riche ou moi, je veux avoir de l'argent. C'est comme un sujet qui se répète souvent, 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 souvent. Puis c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que c'est difficile de leur amener ailleurs. Vous ne posez pas les bonnes questions. Ouais. Euh, Puis il faut se rappeler qu'au Québec, le salaire médian, c'est quelque chose comme, là, si je l'ajustais avec l'inflation, on est autour de 60 000. ouais. Donc, Puis si on le décortique, ça pourrait être pire que ça. Là. Ça dépend comment tu le regardes. Là. Si tu enlèves les ouais. outliers, là, c'est encore pire. Ben, en fait, en utilisant le salaire médian, ça Un évite médian, d'influencer un excuse-moi, petit peu ouais, exactement, c'est ça. la moyenne versus la Ouais, médiane. exactement, ouais. Mais tu sais, le salaire médian, si on dit qu'il est à 60 000 au Québec, c'est-à-dire que si tu fais 62 000, tu gagnes plus que l'autre moitié des Québécois. Donc, qu'est-ce que tu fais de différent qui ferait que tu serais dans une mauvaise ou une bonne situation? Mm. Ça a quand même matière à réflexion. Donc, des fois, de se repositionner, je pense que dedans le premier chapitre à peu près du livre de Jean-Sébastien, La retraite à 40 ans, qui est vraiment un titre marquant. Là. Ouais. Mais je pense qu'il comparait le salaire médian à l'échelle mondiale. Si tu fais 40 000 par année, tu fais partie du 4 mondial. Mm. C'est quand même pas rien. Là. Donc, Quand même. je pense qu'on est souvent on a souvent plus de potentiel de s'enrichir que ce qu'on le croit. Mm.
Puis de faire 100 000, 200 000, 400 000, 1 million par année, c'est extrêmement rare. Puis on ne peut pas se fier sur le fait que ça va arriver malgré toute notre bonne volonté. Parce que peut-être que tu vas l'avoir, mais à quel coût? Parce que tu as beaucoup d'implications peut-être dans le travail qui va être nécessité. Donc, ultimement, à la fin de l'année, peut-être que ta ligne 199 va être de 250 000 mais qu'est-ce que ça t'a coûté dans ta vie familiale, dans tes relations d'amis, tout ça? C'est des questions qui méritent d'être posées aussi. C'est quoi qu'est-ce que ça te coûte d'avoir gagné plus aussi? Là? Des questions à se poser, c'est sûr. Pour toi, c'est quoi l'indépendance financière? Tu as parlé de la retraite à 40 ans, parce que pour tout le monde, c'est très différent. Donc, c'est quoi l'indépendance financière pour Antoine Denis? C'est une définition qui est toujours en changement. Pour moi, au départ, c'était de me libérer du 9 à 5, puis de pouvoir me concentrer sur des projets de passion comme la réalisation. Aujourd'hui, je dirais c'est plus un équilibre où est-ce que l'argent n'est pas un souci, mais je vais pas aller jouer au golf tous les jours puis prendre mon café sur le bord d'une plage 6 mois par année. C'est de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, des projets qui me passionnent, sans me poser la question si c'est rentable ou non. Ça, ce serait l'ultime indépendance financière. Il y a deux, on va parler de deux pistes, mettons, de discussion quand on parle de l'indépendance financière. Il y a comme deux visions, mettons deux images que souvent les gens vont sortir. Il y en a un qui est j'ai plus d'obligation de travailler, je peux choisir qu'est-ce que je peux faire, peu importe qu'est-ce que ça a l'air. Puis l'autre, c'est je suis indépendant financièrement. Tu dis ça à quelqu'un, puis il pense que tu as une maison de 14 millions, puis tu as 16 chars, puis tu penses plus à l'argent, puis tu dépenses comme tu veux sans même y penser. C'est cette contradiction-là. Dans les invités que tu m'as mentionnés, il y a, on est plus du côté qu'est-ce que j'essaie de venir, c'est le côté minimaliste. C'est quoi la tendance? Ça s'appelle quoi le minimalisme quand tu coupes tout? Il y a un nom pour ça, le frugalisme. Tu sais, où est-ce que tu es vraiment capable de couper d'une certaine manière à cause que tu n'as pas nécessairement l'opportunité de gagner 450 000 par année, qui est, comme tu as dit, c'est extrêmement rare pour extrêmement rare. Donc, tu n'as pas nécessairement le choix de dire, mais si je veux arriver à une indépendance financière à 40 ans, 45 ans, 50 ans, ben, je peux pas me fier sur je vais faire 400 000 par année, dépenser 20 puis sauver pour avoir 5 millions en banque. Donc, je dois changer mon style de vie, comment je vis, et mes valeurs autour de tout ça et surtout être un peu anti contre ce qui est poussé par tout ce qui est la société au niveau de la consommation, là, tout ce qu'on voit de Pinterest. Ça, c'est le succès, ça, c'est l'indépendance financière qui existe dans la société. Mais c'est modulable aussi. C'est dans le sens que passer de, mettons, 40 heures semaine à zéro, c'est quand même assez drastique. Ouais. Passer de 80 000 par année à zéro, ça l'est tout autant. Donc, ça peut être simplement de réduire ses heures de travail. C'est passer de 5 jours à 4 jours. Ça peut être ça, l'indépendance financière aussi. C'est de dire, j'ai pas besoin de la 5e journée dans ma semaine. Ça, c'est quelque chose que Nicolas Bérubé me disait justement dans le 3e film. C'est à un moment donné, il arrivait à un point dans sa vie où est-ce qu'il se disait, ben, tu sais, j'ai des projets personnels, tu sais, je veux écrire un livre, tout ça. Fait que la 5e journée de travail, si j'en ai pas besoin, puis qu'à la place, je peux faire ça, mais garder, tu sais, l'emploi, c'est quelque chose qui peut être fluide, qui peut être modulable. J'ai eu aussi des jeunes parents interviewés qui me disaient, tu sais, moi, mon idéal, c'est de travailler 3 jours semaine. Tu sais, c'est tout aussi parfait. Tu tombes à 60 de ton revenu quand même. Ouais. Puis ce qui est intéressant avec ça, ça veut dire que tu as juste 40 à combler pour la différence. Ouais. Puis même si on rentrait dans la fiscalité, tu n'as pas exactement 40 à combler, tu as peut-être 30 parce que ton impôt, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais selon ton palier dans les courbes de la Ferrière, c'est peut-être plus accessible que tu penses de juste réduire ton temps de travail sans nécessairement arrêter de travailler. La réponse est
peut-être, ou si on le vulgarise différemment, c'est peut-être qu'il y a un spectrum d'indépendance financière, dans le sens que ça peut être très variant. Là. Tout à fait. À 2 jours, si je travaille 2 jours par semaine, je me sens complètement indépendant. Je peux faire, ça veut dire qu'il y a 7 jours dans une semaine. Je suis libéré 5 jours pour faire ce que je veux. Tout à fait. Et je me sens bien dans comment je vis. C'est juste c'est le débat continuel à atteindre un genre de niveau de vie. Tu comprends ce que je veux dire? On voit tous, les gens, tout est poussé, la consommation, achète ta grosse maison, achète tout ça. Et après ça, la société te dit, mais si tu vis d'une telle manière, mais tu n'es pas indépendant financièrement, tu vis juste comme un pauvre, puis tu te sacrifies toute ta vie. Comment que les gens, même en parlant de ça, les gens vont dire, ouais, mais t'es à la retraite, mais regarde comment ils vivent. Ça, c'est leur réponse. C'est de l'autre part, ils vont dire, ouais, mais moi, je suis à la retraite, regarde comment tu travailles. C'est cette conflit-là que je trouve que c'est un immense débat. Donc, comment tu abordes ça, ce débat-là, dans tes films, ou juste comment tu l'aborderais si tu avais à faire un film là-dessus? Je pense qu'on a de la misère à conceptualiser, matérialiser c'est quoi 1 million de dollars. Parce que 1 million de dollars en 1972, quand que Georges Brossard a pris sa retraite du notariat, c'est pas le même million de dollars qu'aujourd'hui en 2024. J'ai failli dire 2023. Mais, tu sais, donc 1 million de dollars aujourd'hui, qu'est-ce que c'est réellement? Ça va paraître étrange, mais c'est peut-être pas tant que ça pour quelqu'un qui arrête complètement de travailler. Parce que, tu sais, il y a la personne qui va se constituer son propre fonds de pension, son REER, tu sais. Puis cette personne-là, pour atteindre un revenu de retraite de 60 quelques mille dollars, va avoir besoin de quelque chose entre 800 puis 1 million. Est-ce que cette personne-là est riche? Non. Est-ce que cette personne-là est bien pour la retraite? Oui. Mais c'est simplement parce qu'on voit le chiffre de la capitalisation accumulée, alors que l'employé du gouvernement qui reçoit son chèque de pension ne sait pas que son capital de retraite accumulé est égal. Il est juste amorti sur des centaines de milliers d'employés. Oui, exactement. C'est quand même... Puis on ne différencie pas non plus avoir 1 million de dollars de dépenser 1 million de dollars. Exact, c'est pas la même chose. L'image de millionnaire qu'on se fait, c'est dépenser 1 million de dollars. Oui, vraiment. C'est le rythme de vie, les belles voitures, les grosses maisons, les voyages, tout ça. Mais dépenser 1 million de dollars, si tu as 1 million dans ton compte en banque, ça dure 1 an. Exactement. C'est pas très, ce sera pas très durable. Mais avoir 1 million de dollars, ça peut aussi vouloir dire vivre sur 40-50 000 par année. Puis avoir comme un rythme de vie qui est tout à fait normal. Ouais. Tu peux aller te chercher le salaire médian du Québec de 60 000 avec un fonds de retraite accumulé de 1,2 million. Là. Exactement. Avec un rendement qui est atteignable là, en moyenne. Là, exact. Parce que c'est ça que tu veux. Qui est réaliste, qui est balancé, qui n'est pas trop agressif selon ton profil d'investisseur, tout ça. Je ne donne pas de conseils financiers, je fais de l'éducation financière. Mais oui, on parle en général. C'est bon. Tu as fait le waiver pour nous. Merci. Donc, mais c'est un bon point. Puis, selon tes invités, selon qu'est-ce que tu as vécu en faisant tes 3 films, ramasser 1 million de dollars, mettons, en placement pour se rendre là le plus rapidement possible, pour vivre une style de vie. Puis encore là, si tu veux dépenser un peu plus, cette année-là, plus que le 60 000, tu peux travailler 2 jours, aller faire un projet. C'est comme tu disais, tu as des options. Mais quand même, ramasser 1 million de dollars, c'est pas nécessairement facile. Pas du tout. Donc, selon toi... Je suis pas là non plus pour rassurer les gens. non, je sais. Mais selon toi, quelles sont les actions, selon tes invités aussi, parce qu'on répète un peu les sujets, les teasers dans tes films pour que les gens aillent écouter tout ça 1 à 3. Mais selon toi, c'est quoi les choses que les gens devraient faire pour commencer sur le bon chemin de se ramasser ce million-là pour se donner l'option potentiellement d'avoir la liberté financière ou leur définition de liberté financière? J'ai écrit un billet de blog qui a été publié juste avant que je m'en vienne ici aujourd'hui, qui parle de parcours négligés. Puis négligés, je ne veux pas dire dans le sens qu'ils sont dévalorisés socialement, mais juste, on a tendance à les oublier. Puis c'est tout ce qui est les decks techniques, puis les DEP professionnels. Puis moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un deck technique. Puis le plus grand avantage que ça m'a donné, mon avantage compétitif sur mes camarades de classe de secondaire et cégep qui ont poursuivi plus loin,
c'est d'arriver tôt sur le marché du travail. Donc, d'avoir du temps supplémentaire qui jouait en ma faveur. Puis, quelqu'un qui débarque, qui termine son secondaire 5 puis qui s'en va faire un DP qui prend 1 an, peut rentrer sur le marché du travail aussi jeune que 18 ans. Cette personne-là, à 18 ans, elle vient de déverrouiller l'accès à la cotisation d'un CELI. Si cette personne-là faisait juste cotiser à son CELI à tous les mois, on parle du paiement d'une voiture moyenne. On parle de 500 $ par mois, à peu près 550 là, avec les nouveaux plafonds. Là, je vais m'ajuster dans ma tête. Un peu plus, 7000, mais t'es pas loin. Là. Mettons 500 $ par mois. Ça paraît énorme quand on dit 500 $ par mois pour investir, mais c'est complètement banal quand on dit j'ai un paiement de pick-up à 600 $ par mois. Fait qu'il y a comme une dichotomie entre dollar pour dollar, l'investir pour le futur, puis avoir de la croissance, ou le dépenser sur quelque chose qui va être de son côté socialement valorisé. Puis, oh wow, beau il y a un actif qui déprécie en plus. Là, c'est pas un actif qui déprécie en plus. Mais, tu sais, à 18 ans, tu as un horizon de placement qui est très, très grand. Tu as 50 ans avant ton 68 ans, qui est ta retraite standard. Puis, selon les projections de calcul que tu fais, cette personne-là qui se fait un paiement de char à lui-même peut se retrouver multimillionnaire à la retraite. Là. Simplement de loin, se faire payer un char, c'est ça. Oui, juste parce que cette personne-là a commencé plus tôt, puis c'est les premières années qui sont les plus importantes. Puis c'est important aussi de ne pas voir le DEP ou le DEC technique comme étant la finalité ultime. Mon père, par exemple, a fait 2 retours aux études dans sa vie. Il a fait un DEC préuniversitaire, il était allé à l'université, il s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Quelques années plus tard, il retourne faire un DEC technique, puis à peu près 18 ans plus tard, il est allé refaire un ASC. Donc, c'est jamais fini non plus. Mais si tu profites de ces premières années-là sur le marché du travail, peu importe ça va être quoi ton futur, puis tu en mets juste un peu, ça peut faire une énorme différence. Ça. Il y a tellement de croyances limitantes qui fait que juste le fait de « Ah oui, mais c'est vrai, je peux retourner à l'école. Je peux retourner aux études. » Mais on a tendance à dire « Ah, j'ai fini mes études. Ouais, » On entend souvent ça. Hein? « Ah, mais moi, j'ai fini mes études. » T'as fini. C'est tellement comme... C'est tellement terminal, dans le sens que c'est fini. Là. Tu retournes pas aux études, point. Puis crois ça vraiment. Là, comme, mais les études... tu pourrais retourner n'importe quand selon ton but. Là. C'est juste ça, reconnaître que c'est une possibilité ouvre tellement de portes. Puis on évolue en tant que personne aussi à travers le temps. Fait que la personne que tu es à 20 ans, peut-être qu'elle n'a pas les mêmes désirs ou intentions que la même personne à 30 ans ou à 40 ans. On a le droit aussi de changer dans notre vie. Exact. Mais je me souviens que j'avais fait des calculs quand moi-même j'ai commencé à investir sur mes premières années de travail. Ça a été 2 ans, je vais dire entre guillemets, de sacrifice, parce que pour moi, ça ne l'était pas. Mais 2 ans où est-ce que j'ai épargné le tiers de mon revenu à peu près. Puis je n'étais pas riche, là, je faisais 17-18 $ de l'heure. Mais j'épargnais le tiers de mon revenu, puis ma conjointe était aux études. Donc, avec le 2 tiers, on vivait à 2 dans un 4,5. Puis on n'avait pas l'impression nécessairement de se priver. Mais l'air de rien, en 2 ans, quand est arrivé la COVID puis j'ai perdu mon emploi, j'avais 25 000 $ en REER. Puis 25 000 à 22 ans, quand je faisais une projection, j'avais déjà pas mal accumulé ma base de retraite avec certaines hypothèses. Donc, cette portion-là était déjà sécurisée dans ma tête. Fait que quand est venue la décision de continuer sur le marché du travail ou finir le premier film qui était déjà commencé, ben, ça n'a pas été... ça l'a sécurisé ça, donc ça l'a conforté un peu plus ma décision de plonger là-dedans. Puis un collègue, un camarade de classe qui arriverait fraîchement des bancs d'école de l'université, il part peut-être à 0 ou moins 10 000 ou moins 20 000 avec d'études. Donc, juste pour me rattraper, si je réinvestissais rien, ça va lui prendre 300 ou 500 $ par mois pendant 5 à 7 ans. Juste pour rattraper la différence temporelle. Oui. La composition des placements, c'est un principe que Pierre Maxwell en parle beaucoup dans ses livres. C'est probablement des points les plus importants que les gens devraient, selon moi, qui devraient retenir. C'est vraiment le earlier là, que tu commences, le plus bonheur que tu commences, le plus que tu vas avoir une chance d'accumuler. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Non, juste commencer. Commencer avec commencer. Puis, mon premier dollar d'épargne,
c'est 1$ par jour. C'était un truc que j'avais vu, que j'avais entendu dans un podcast. Puis il disait, c'est comme aller au gym. Faut juste que tu flexes ton muscle d'épargne. Paye ton dollar. Fait que juste 1$ par jour, c'est 30$ dans le mois, là, c'est rien. Là. Ouais. Mais juste l'habitude de le voir sortir puis de savoir que tu as besoin de 7$, mettons, dans ton compte pour la semaine. Créer l'habitude d'épargner. Juste créer l'habitude. Puis après ça, OK, ça va bien. Là, j'avais mettons, je vais continuer sur l'exemple du gym. Tu avais 2 plates, là, t'en rajoutes. Fait que tu peux continuer à augmenter ton niveau de difficulté. Ouais. Mais l'habitude est créée. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus comportemental que mathématique. Là. Après ça, chest bras, ça va mieux, c'est ça? Ah, c'est ça. On a fait que tu es allé dans le gym, j'ai sauté dans le Je vais même pas au gym, tu sais, à vœu, là. Mais... La santé physique est importante aussi. Je fais du hockey 4 fois semaine. Voilà, c'est important. Donc, n'oubliez pas, les amis, il faut aussi s'entraîner et se garder en forme pour être capable d'épargner également. Ça fait partie de la balance. Ça prend, oui, de l'argent, mais ça prend aussi des relations fortes. Ouais. Ça prend une santé physique et mentale. Puis ça prend un sens de gratitude pour ce privilège-là qu'on a aussi. Là. As-tu abordé la question de ton entourage? Est-ce que les invités durant le podcast ont touché à l'entourage? Souvent, on dit you are who you hang out with, en anglais. Puis, il y a des fois, les gens ne choisissent pas nécessairement en grandissant leurs amis ou leurs entourages. Donc, à un moment donné, c'est plus difficile de développer des habitudes qui sont un peu plus sains quand tout le monde autour de toi veut sortir. Mettons, tu as 17 ans, 18 ans. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, mais mettons qu'ils veulent aller au club à chaque vendredi. Ben, ça prend de l'argent, ça dépense de l'argent, mais toi, ton entourage le fait. Ça doit être plus difficile pour quelqu'un qui a 18 à 21 de dire, tu sais quoi, je ne veux pas dépenser 150$ ce soir, même si je l'ai. Moi, je l'épargne par semaine. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour pouvoir traverser un peu la pression sociale de « Hey, regarde, on sort, on fait des Instagram, on prend des photos. C'est parce que ça a un coût, ça. Et puis, on a chacun nos milieux socio-économiques aussi. Ouais. C'est-à-dire un peu ce que d'où tu on décris. Commence, ouais, exact. C'est quoi nos amis, puis c'est quoi, si on veut, la strate de richesse qui nous entoure. Puis, malgré que ça ne s'est pas rendu au montage, je pense, il y a Éric Giasson qui était dans mon 3e documentaire. Le yogi, de Wall Street. Il est venu, je le connais très bien, oui. OK. Bon, Éric, quand j'y parlais, j'ai demandé, est-ce que tu as déjà été désensibilisé à l'argent? Puis il me dit oui. Il dit, tu sais, lui était fils de médecin, puis il dit, le médecin, à l'époque, c'était comme le 2e, à peu près le curé dans le village en importance sociale. Ouais. Fait que, puis, tu sais, on va dire sa famille, tout ça, les jobs qui sont valorisés, c'était ça. C'était des jobs de haut profil, l'avocat, peu importe, les finances. Donc, pour lui, c'était tout à fait normal. C'était complètement banal, si on veut, de faire des centaines de milliers de dollars par année. Quand il s'est mis à travailler dans les finances à New York, où est-ce que là, c'est plus des centaines de milliers de dollars ton salaire, c'est des millions de dollars. Centaines. Puis, j'ai senti que quand je l'interviewais, il me parlait de ses journées sur Wall Street. Puis il me dit là-bas, les bruits de corridor, c'est lui, l'année passée, il a fait 10. Lui, l'année passée, il a fait 5. Lui, l'année passée, il a fait 60. J'ai dit, tu te rends compte que tu utilises des single digits pour parler de millions? C'est énorme, là. Donc, c'était tellement banal, son environnement de travail, de faire des millions de dollars, que quand il a perdu sa job, puis il s'était fait offrir une job pour l'équivalent de la Caisse de dépôt et de placement du Québec en Australie. Le salaire était tout près de cette chiffre, d'1 million. Puis il parle avec un de ses chums de Wall Street, puis là, il dit « Qu'est-ce que tu t'en vas faire en Australie? T'es même pas payé. » C'est incroyable. Et tu t'en allais sur une job à 1 million de dollars. Donc, ça fait juste démontrer que peu importe le revenu que tu gagnes, tu peux être riche avec 50 000 $ par année. Ça dépend juste qu'est-ce qui te reste à la fin, là, finalement. Là. C'est ta mentalité autour de ce revenu-là aussi. Ouais. La phrase qu'il a dite, puis que je vais paraphraser, c'est qu'il disait, à cette époque-là, au lieu d'être riche de ce qu'il y avait, il était pauvre de ce qu'il n'y avait pas. Donc, il faisait juste envier ses autres collègues qui avaient un train de vie toujours et toujours supérieur. Il s'est acheté une Porsche, après ça, c'était la Porsche de l'autre, souvent, puis après ça, son voisin s'est acheté une Porsche. Ah ben, les cœurs, je vais m'acheter une Ferrari. Toute son histoire, pour Éric Giasson, c'est une bonne histoire à suivre parce que c'est la montée, la baisse, la remontée encore, la rebaisse encore. Et là,
Et là, le struggle de trouver cet équilibre-là, ce flow-là, qu'il travaille encore là-dessus aujourd'hui. Là. Pour lui, c'est un travail de vie, ça. C'est quelqu'un de super intéressant à Oui, écouter. vraiment. Puis l'histoire de yoga, puis tout ce qu'il a fait par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a appris. Puis écoute, les croyances qui te suivent quand même quand ton passé n'est pas complet par rapport à l'argent, c'est vraiment une histoire assez intéressante. Donc, pas pour cibler Eric directement, mais puisque tu l'as mentionné, c'est quand même une histoire qui est intéressante. Là. Il est venu aussi en parler. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Si tu avais à choisir un invité qui a eu un impact sur toi, comme mettons qui t'a frappé, il a dit quelque chose, là, puis c'était le moment, le eureka moment, là, puis tu étais juste comme, OK, dans ton siège, là, quand tu l'écoutais, t'as-tu un moment comme ça pendant que tu filmais? Quelque chose t'a dit, là, ça, là, ça l'a fait mon film, ou c'était incroyable, ça, parfait, go, ou même plusieurs peut-être. Je dirais que toutes les entrevues ont leur façon d'avoir, de m'avoir touché personnellement. Mais je pense qu'il y a une entrevue de Vincent Morin dans le troisième film. Ça faisait longtemps que j'y en parlais. J'y avais parlé comme dès le début du projet, quand il était encore sous l'anonymat sur son blog. Puis l'entrevue a duré 1h10. Puis je pense qu'il y a 15 minutes ou 12 minutes de son entrevue qui sont dans le montage. Puis je pense que c'est quelqu'un qui sous-estime la valeur de ce qu'il y a à redonner, dans le sens que c'est tellement riche ce qu'il y a à partager. Puis toutes ces personnes-là, c'est toutes des personnes qui ont des bagages comme ça qui sont super intéressantes à écouter. Mais c'est quelqu'un qui est gêné de la caméra, tout ça. Mais ce qu'il a livré, c'est le mot d'ouverture du film. Donc, des fois, comme Vincent, on sous-estime un peu le potentiel qu'on peut avoir de s'aider puis d'aider les autres aussi. C'est vraiment un bon point. Puis, même en finance, je pense que les Québécois en général, puis c'est un peu le but de tout ça, sous-estiment qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en termes de réaliser, en termes de finance, en termes de projet, en termes d'entrepreneuriat. On ne veut pas utiliser le singe, je le répète souvent, le mener pour un petit peu, mais c'est tellement. Tu l'entends souvent dans le langage au Québec, ou est-ce que tu n'entends pas ça ailleurs? Puis c'est quelque chose que j'espère, quand on parle du why, que j'espère en parlant avec en faisant des films comme tu fais, en parlant dans les podcasts, en touchant ces sujets comme ça, que tu essaies qu'on aimerait enlever de la population pour que, tu sais, tout est possible. En haut, en bas, dans n'importe quelle direction, définis ta vie, définis qu'est-ce qui est l'indépendance financière pour toi, puis il y a un chemin à y arriver. C'est juste d'avoir le courage de le faire et de l'assumer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question, excuse. Il n'y avait pas une question. C'était un monologue après que tu pouvais commenter. Okay. Mais c'est plus de parler un peu de la mentalité autour des finances au Québec et de la mission de vouloir éduquer les gens. Quel impact aimerais-tu avoir ou comment tu vois ça, la mentalité aujourd'hui, puis où est-ce qu'on aimerait que ça soit dans, mettons, 10 ans sur le travail que tu fais, parce que clairement, tu veux éduquer les gens en français au Québec. Oui. Donc qu'est-ce que tu aimerais accomplir et pourquoi? Parce que je parlais de cette mentalité-là donnée pour un petit pain. C'est quoi le but ultime pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme legs en termes de qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, j'ai fait ma technique en anglais au Collège Champlain à Lennoxville. Puis, c'est peut-être parce que j'étais dans un domaine de comptabilité et gestion, mais j'ai trouvé que le discours autour de l'argent était pas, ou en tout cas, était moins tabou, si on veut. C'était comme plus normal de parler d'argent, comme qu'on parle de la météo. Donc, les gens pouvaient parler de patrimoine, pouvaient parler de salaire. Puis, je pense que si on peut se rendre à ce point-là, multiculturellement, partout, de juste parler d'argent comme qu'on parle de la météo, je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde. Ça ouvrir des portes, juste avec en étant ouvert, puis être capable de discuter, parce que c'est en discutant que tu peux découvrir des choses. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frustration ou de sentiments liés à ça, mais si on est capable d'avoir ce discours-là qui est ouvert,
sans complexe de l'argent, peut-être que pour certains, ça va donner plus de confiance à aller négocier un meilleur salaire parce que tu sais que, mettons, tes autres collègues de classe qui sont, mettons, avec la même expérience, la même formation, gagnent peut-être 20 000 de plus, 30 000 de plus. Puis là, tu fais comme, OK, wow, je suis dans la situation que je pensais que j'étais ou comme faut-tu que je me réajuste? Donc, faut-tu que je sorte un parapluie parce qu'il pleut dehors, quand on parle de météo? Exact. Fait que, je pense que ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde si on pouvait juste en parler librement et sans jugement. Là. Pas de jugement, être confortable de parler d'argent. Un excellent point pour terminer. Antoine Denis, Production Iris. On peut aller sur ton site pour aller voir les 3 films. Liberté. Moi, je suis terrible avec me rappeler de ça, mais nomme-moi les 3 titres encore parce que c'est vraiment bien fait. Il y a les 3 films Liberté, Un éveil, une quête et un dessein à l'indépendance financière. Puis depuis 2024, je me suis donné la résolution, je vais essayer de la tenir, d'écrire à chaque semaine sur une section blog du site où est-ce que je partage cette fois-ci au lieu des entrevues, des gens que j'interviewe, c'est mes opinions sur différents sujets. Vraiment excellent. Merci d'avoir été ici avec nous à la retenue. Puis j'espère te ramener éventuellement pour que tu nous parles des autres projets et de l'impact que tu as sur les gens au Québec. Là, je suis sûr que les gens l'apprécient. Puis j'ai vraiment apprécié que tu sois ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.